Toi, pierre du goulag de Solovietsky, tu es le lien de mémoire entre les millions de Russes, le lien entre les générations d'aujourd'hui, ceux qui se souviennent de leurs racines, ceux qui n'arrivent pas à oublier les années de la folie diabolique, de la violence et la terreur humaine. Pierre de Solovietsky, tu es pour toujours dans notre capitale le symbole de notre patrie. Avec ton aura, tu appelles à l'unité des fils et filles de Russie. Tu nous rappelles que la tragédie du XXe siècle ne doit pas se répéter. Je ne suis pas content de cette cérémonie. Il n'y a que des officiels, des députés et des représentants d'organismes publics qui prennent la parole. Pas un seul ancien du goulag n'a pu prononcer quelques mots. C'est assez déprimant. Cela donne à penser que les mentalités ont finalement peu changé et que l'espoir de tout changement décisif s'éloigne. Nos dirigeants ne font pas ce qu'il faudrait faire pour honorer la mémoire de ces années de terreur. Je suis arrivé au goulag le 22 février 1948. Après-guerre, je me suis présenté au quartier général. L'officier présent m'a dit en grimaçant que j'étais arrêté pour activité de contre-espionnage. J'ai été jeté en prison. J'ai oublié quelle a été ma réaction. C'était comme dans le brouillard. Je me rappelle seulement que l'on m'a arraché les boutons, dépouillé de mon uniforme et de tous mes effets personnels, argent, papier, etc. Ils m'ont ensuite jeté au cachot. En 1948, pendant mon voyage dans le train de marchandises qui me conduisait vers le goulag, où je devais accomplir ma peine de 30 ans, dans le wagon, je pouvais distinguer par un petit trou dans le bois de la cloison les paysages de ma patrie, l'immensité de la Russie. De voir ce vaste pays m'a un peu réconforté à ce moment-là. Devant moi, c'était l'inconnu absolu. Je savais que j'allais être loin de tout, dans le pôle Nord. Mais je ne savais pas encore ce qui m'attendait. En regardant ce fleuve, je me souviens de cette époque lointaine. C'était l'automne 49. Nous sommes arrivés à fond de cale dans des barges. C'est comme cela que les prisonniers arrivaient ici, à Dudinka. J'étais dans l'un des derniers convois de la saison. Nous étions environ 1500. Les conditions étaient à peu près normales. C'était une prison. Il y avait une petite lucarne par laquelle on nous donnait du pain et de l'eau. Pas de lit, juste des paillasses. J'avais un ami qui était au goulag de Norilsk depuis 14 ans. Il s'était retrouvé ici même, à cet endroit. Il travaillait comme docker et déchargeait les marchandises sur le quai. Un jour, il a été témoin d'une scène terrible. Devant lui, un de ses amis s'est jeté dans le fleuve, chargé de sa marchandise, pour se tuer. À chaque fois qu'il me racontait cette histoire, il avait les larmes aux yeux. Plus d'une fois, il a voulu faire la même chose. Il était à bout de nerfs. Il ne supportait plus le goulag. J'estime que cette image résume bien la transformation de l'homme au goulag. Des hommes forts et courageux au début, qui ont perdu toute foi dans l'existence. Il y avait un tel désespoir qu'ils se suicidaient en nombre.
Tous les matins, nous devions faire 2 kilomètres à travers la toundra, pas sur une route comme celle-ci. Nous marchions en colonne par groupe de 200 à 300. Nous étions gardés et le plus effrayant, c'était leurs chiens qui aboyaient sur nous le long des colonnes. Ils se jetaient aussi sur nous. Pas étonnant, nous étions devenus des animaux, habillés de guenilles avec des numéros. Lorsque le travail était fini, nous étions comptés, et quand il en manquait, tout était clair. Évidemment, ils ne s'étaient pas enfuis. Il n'y avait nulle part où aller. Ils s'étaient simplement cachés pour ne pas travailler. La température était sous zéro, et ils étaient gelés et agonisaient. On nous faisait nous asseoir pour les attendre, et nous entendions des coups de feu. Nous comprenions que ces pauvres gens n'avaient pas été amenés à l'hôpital. Ils étaient achevés sur place et rayés des listes. Morts en tentant de s'échapper, nous disait-il. C'est ce qu'on nous disait. Maintenant, en vous parlant, je revois la toundra, l'usine de l'époque et tout ce qui s'y passait. J'entends encore les coups de fusil déchirant l'air glacé de l'hiver et la mort de l'un des nôtres. Je suis ici parce que pour moi, c'est un lieu chargé de souvenirs historiques. J'ai passé 2 ans dans ce coin, de 1950 à 1951. J'y ai vécu et travaillé. J'habitais ici. Au départ, il y avait des baraques en bois d'1 étage. Elles n'étaient vraiment pas faites pour vivre dans les conditions de l'hiver de cette région. Elles ont été détruites par la suite. Tout a été reconstruit comme ces nouveaux immeubles. De la zone 5, où l'on vivait, on ne se déplaçait plus en convoi. La zone de production était collée au camp. Il y avait juste des barbelés, des gardes et des miradors. Impossible de s'enfuir. On passait simplement d'un camp entouré de barbelés au chantier voisin, lui aussi entouré de barbelés. Lev Alexandrovitch Neto, vous êtes de retour parmi nous après presque un demi-siècle d'absence. Vous avez été prisonnier au camp de Norilsk. Comment voyez-vous cette ville aujourd'hui? Je me suis baladé dans le quartier où se trouvait mon ancien camp. J'ai aussi pu voir ce qui reste des maisons voisines, plus près du centre, que nous avons construit. C'est pour cela que je me suis baladé dans les rues. C'était agréable de m'approcher de ces maisons et de leur murmurer « Je vous salue, chère maison. Sais-tu que c'est moi qui ai commencé à te construire ?» Bien sûr, à cette époque, tout ça, c'était de la toundra. Et quand il fallait aller travailler à la fabrique de cuivre ou à la construction de la ville, nous traversions cette étendue de toundra, recouverte de 1 à 2 mètres de neige. L'année 50, j'étais envoyé ici et là. J'habitais le camp 5. Et à côté, à 10 mètres, il y avait la 6e zone des femmes, où nous essayions d'aller. C'était la zone des camps spéciaux. Tout devient clair maintenant. Grâce à la carte, on peut s'orienter. On peut voir les rues d'aujourd'hui et où était placé le camp de mon époque. Le lieu précis où étaient les camps. C'était mon objectif. J'ai fait tout ce travail pour relier le passé au présent.
Absolument. Cette carte n'a pas de prix. Il faut que cette continuité existe, il faut le transmettre. Tout le monde devrait vous remercier, les dirigeants d'aujourd'hui, ceux d'hier, pour tout le travail forcé que vous avez accompli contre votre gré. Vous dites des mots formidables, mais malheureusement, personne ne vous entend. Au lieu de se rappeler ces temps terribles, aujourd'hui, les gens de Norilsk préfèrent oublier. C'est notre malheur, c'est une faute. Si on avait la possibilité, j'aimerais vous emmener dans un endroit que j'ai découvert. J'ai suivi cette route-là. C'est la montagne Schmidt, le chemin de fer qui allait à Dudinka. C'est la première voie de chemin de fer par laquelle arrivaient les prisonniers. Il a été bâti dans les années 35, 36 et 40. C'était par là que les prisonniers arrivaient. J'ai suivi cette route et j'ai trouvé les restes d'un camp dans lequel il y a 2 marmites. Oui, 2 marmites. C'est l'ancienne cuisine. Là-bas, c'était la cantine. Les prisonniers devaient aller chercher par groupe de la purée de blé noir et une soupe. Et ils devaient les ramener dans leur baraque pour les manger. Ce qui est intéressant ici, c'est que ce bâtiment soit resté en bon état. C'est un bâtiment typique du goulag. C'est ce qui reste du quotidien des camps. C'est vrai. Passons par là. On va essayer d'y arriver. Le sol est-il encore en état? Le sol doit être encore en état. Oui, nous allons nous en approcher. Voilà, les marmites n'ont pas bougé. Regardez. Toujours là? Oui. Oui, toujours là. Regardez. C'est ça qui nous nourrissait. Dans l'une, il y avait le blé noir, dans l'autre, la soupe. En 1935, en URSS, c'est l'année de naissance du premier club de football national de Moscou, le Spartak. C'est aussi le nom du bateau qui a pris le départ de Krasnoïarsk, le 12 juin 1935, à destination de Dudinka. À son bord, des ingénieurs, des géologues et des marchandises pour construire un lieu encore inconnu. Pendant le trajet du bateau, le 23 juin 1935, à Moscou, étaient signés les plans de la construction du futur site industriel métallurgique de Norilsk, dans le cercle polaire. Rien n'est dit sur les vrais bâtisseurs de Norilsk. Mais l'histoire nous rappelle qu'il y a eu un premier convoi de 1200 prisonniers à l'endroit des fondations du site. Pas encore de camp, pas encore de barbelés. Ils sont arrivés là pour tout commencer à zéro. Tous les autres bâtiments ont ensuite été construits par les prisonniers, notamment la totalité de la ville de Norilsk. Les prisonniers du goulag. C'est peut-être un petit oubli, mais c'est réel. Et ce livre ne reflète pas la réalité. Il y avait un plan défini. C'était une période pendant laquelle il fallait trouver dans chaque camp un nombre d'ennemis du peuple à fusiller. Les gens qui prenaient ce chemin pour se rendre à Norilsk 2 passaient par ces montagnes. Absolument. Et jamais on ne les revoyait. C'est ça qui devrait être fait. Les gens comprendraient, ils se repentiraient. Oui. Il n'y aurait plus cette crainte, Oui. la peur qu'inspire cet endroit. C'est pour cette raison que les gens de Norilsk s'interdisent d'en parler, tellement l'aura y est mauvaise. Personne n'ose y venir. Vous avez raison.
Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la mémoire des gens qui mettaient en œuvre les idées des spécialistes et des scientifiques? Ces personnes qui réalisaient les idées des architectes, ces milliers de prisonniers. Effectivement, c'étaient des prisonniers du camp spécial. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment vous avez parlé de l'histoire de Norilsk? Bien sûr, nous parlons des gens qui se sont distingués par leurs exploits scientifiques, mais nous exposons aussi quelques restes des goulags, comme ces outils rudimentaires qui étaient utilisés par les prisonniers. C'est ce genre de pioche qu'on utilisait. Oui, en hiver, ils allumaient des feux pour dégeler la terre. Ils devaient ensuite piocher avec ces outils, notamment les femmes. Même les adolescentes les utilisaient dans les camps de Norilsk. Oui, beaucoup étaient atteints de malnutrition. C'est difficile aujourd'hui de s'imaginer dans quelles conditions nous vivions. Dans votre exposition, vous vous appuyez surtout sur les succès scientifiques pour raconter l'histoire de Norilsk. Le résultat, c'est que vous laissez complètement de côté l'aspect humain, tout l'aspect humain du goulag. Pourquoi? Ce que j'ai vu au musée est décevant. On m'a dit qu'un jour il y aura une exposition plus complète, qui inclura la période du goulag, l'époque pendant laquelle j'étais à Norilsk, la période de la résistance. Je suis néanmoins content qu'il y ait un tel projet, mais je le serai vraiment quand cela se réalisera, et j'espère que je serai encore de ce monde-là à ce moment-là. Mais là encore, il y a un oubli qui trouble Léo. Je suis ennuyé par ce que je vois décrit sur la stèle. Il y est écrit « aux victimes du camp de Norilsk ». Il manque une grande partie des victimes du goulag, car pendant 8 ans, il y a eu à Norilsk un grand camp spécial qui s'appelait le Gorlag, et qui existait en parallèle du camp de Norilsk, qui s'appelait Norilag. Moi, je verrais bien écrit que ce mémorial a été érigé en la mémoire de ceux qui ont résisté au régime totalitaire du XXe siècle. Je suis allé au musée, malheureusement, il n'y avait pas un mot, pas une photo sur les 20 premières années du goulag, de la ville. Il faut le dire. Attendez, laissez-moi terminer. Il faut en parler parce que c'est injuste. Avant les années 90, personne ne posait de questions. Les gens avaient peur de parler entre eux, de tout ça. Après 91, quand le gouvernement a changé, un pouvoir démocratique est arrivé. Oui, mais même aujourd'hui, on ne peut pas tout dire ouvertement. C'est défendu. Quand je rencontre votre génération, je fais un bref résumé dans lequel je parle de ma vie. Je suis également prêt à répondre à toutes vos questions. Je ne parle pas de manière académique de cette époque. Ce que je vous raconte sont des faits réels, vécus par moi ou mes amis du goulag. Quand je raconte mon histoire, le passé me revient en mémoire. Où avez-vous été le moins bien traité? En Allemagne en tant que prisonnier ou en Russie? Quand je me suis retrouvé en prison, en Russie, c'était très dur, car c'est dur de reconnaître que c'est ta chère patrie qui te prive de ta liberté. Tu te retrouves derrière les barreaux en cage, privé de ta liberté de mouvement et de parole. À Norilsk, on ne pouvait écrire que 2 lettres par an. Le plus dur, c'est ce que l'on vit à l'intérieur de soi, en tant qu'homme, derrière ces barbelés, gardés par des gens armés et des chiens. Je suis devenu un vieillard à 23 ans. Comment se comportait-on avec les enfants?
De très jeunes enfants se retrouvaient ici. Ils vivaient dans les mêmes conditions que les adultes. L'âge ne comptait pas. Que ce soit une fille ou un garçon. Ils devaient travailler comme un adulte. Ils s'en foutaient. Tu n'étais qu'un numéro. Et tu devais travailler et travailler. Malgré la façon dont vous avez été traité, êtes-vous fier de Norilsk? Oui. Absolument. Norilsk, c'est un peu ma deuxième patrie. Un homme de Norilsk vit avec cela en tête. C'est avant tout un homme fort. La mémoire humaine est ainsi faite que l'on oublie plus facilement les mauvais souvenirs, même s'ils restent gravés à jamais. Ces mauvais souvenirs sont rarement évoqués dans ton quotidien. On dit que la ville de Norilsk a été bâtie sur des ossements. C'est ce qui est dit, je pense. C'est un fait historique. Oui. Pour donner une vraie image du passé et la reconstitution de l'histoire, je voudrais voir sur ces 3 lieux un mémorial, au moins une trace, signalant qu'il y a des morts enterrés ici. Je suis d'accord avec vous. Je ne pardonne pas, mais je ne ressens aucune colère. Par contre, j'ai beaucoup de rancune à l'égard de ceux qui ont dirigé le pays avant la révolution de 1991. Mais je n'en veux pas à mes bourreaux, ni à ceux qui ont fusillé mes amis. Je n'ai aucune haine, ni mépris. J'ai clairement compris qu'eux-mêmes ont été les victimes de leur propre haine. Eux-mêmes se sont retrouvés derrière les barreaux qu'ils avaient construits pour les autres. Je le dis à tous ceux qui me posent cette question. Tous ces gens ont été contraints et sont devenus prisonniers du système de la haine de l'homme. Vous oubliez le passé. Malheureusement, c'est comme ça. Je pense qu'il faut se souvenir de tout ça. On doit s'en souvenir. Toutes ces années difficiles, nos amis morts, les générations à venir doivent garder en mémoire cette histoire. Oui, afin que tout cela ne se répète plus. Souhaitez-vous ajouter quelque chose? Que la terre leur soit douce, ainsi que le paradis. Que leur âme repose en paix.